Bonjour à tous, et bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle histoire. C'est une histoire très personnelle, et j'espère qu'elle pourra résonner en vous. Alors, installons-nous confortablement. Le matin de Noël, dans le salon opulent de mes beaux-parents, mon mari Luc m'a tendu une enveloppe rouge. Devant toute sa famille, réunie au pied du sapin scintillant. Un sourire arrogant flottait sur ses lèvres pendant que leur regard moqueur me transperçait. Il pensait m'avoir détruite en me donnant les papiers du divorce. Mais il ne savait pas que j'avais aussi un cadeau pour lui, soigneusement emballé. Et quand il l'a ouvert quelques minutes plus tard, ce sourire a disparu, laissant place à la panique pure. Cette histoire, c'est celle de ce jour-là. C'est l'histoire de ma vengeance. Mais avant de vous raconter comment nous en sommes arrivés à ce point de non-retour, j'aimerais prendre un instant pour vous remercier d'être là. Je suis curieuse de savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est toujours fascinant et réconfortant de voir jusqu'où nos histoires et nos expériences peuvent voyager. Mon histoire commence, non pas avec la haine, mais avec l'amour. Un amour qui sentait le sucre chaud et la cannelle. Je m'appelle Claire, et depuis plus de 30 ans, ma vie, c'est ma pâtisserie au cœur de Colmar. Ce n'est pas juste un commerce pour moi, c'est mon sanctuaire, l'endroit où mes mains donnent vie à mes rêves. Chaque matin, avant même que le soleil ne dore les toits à colombage de notre belle Alsace, je suis là, entourée par l'odeur réconfortante des croissants qui cuisent et de la vanille qui infuse. Mes clients ne sont pas juste des clients, ce sont des voisins, des amis, des familles dont j'ai vu les enfants grandir à force de venir chercher leur goûter après l'école. Ma vie était simple, paisible, et remplie de cette joie authentique que procure le travail bien fait. Et puis, un jour d'automne, Luc est entré dans ma vie. Littéralement. Il a poussé la porte de ma boutique, l'air perdu, son costume coûteux détonnant au milieu de mes présentoirs rustiques. C'était un consultant financier de Strasbourg, un homme habitué aux tours de verre et aux réunions à haute pression, qui s'était égaré en cherchant l'adresse d'un client. Il était stressé, pressé, mais quelque chose dans l'atmosphère de ma boutique sembla le calmer. Je lui ai offert un café et une part de mon Kouglof signature. Il a mangé en silence, ses épaules se détendant peu à peu. Avant de partir, il m'a regardé différemment. Il y a quelque chose de vrai, ici, m'a-t-il dit. Loin de toute la folie de mon monde. Ce fut le début. Il est revenu. D'abord une fois par semaine, puis 2. Nos conversations sont devenues plus longues, plus personnelles. Il était fasciné par mon monde, par la passion que je mettais dans mon artisanat. Et moi, j'étais charmée par son intelligence, son ambition, par cet univers si différent du mien. Je voyais en lui une force tranquille, un homme capable de conquérir le monde mais qui choisissait de passer ses samedis matins avec moi, au milieu des effluves de farine et de chocolat. J'ai cru, bêtement, que nos différences étaient notre plus grande force. Nous sommes tombés amoureux. C'était un amour mature, réfléchi. Nous n'avions plus 20 ans. Nous savions ce que nous voulions, et nous pensions l'avoir trouvé l'un en l'autre. Quand il m'a demandé en mariage, 1 an plus tard, au sommet de la cathédrale de Strasbourg avec la ville à nos pieds, j'ai cru que mon conte de fées était complet. Le premier nuage noir est apparu lorsque j'ai rencontré sa famille. Surtout sa mère, Eliane. Elle nous a reçus pour dîner dans leur grande maison bourgeoise du quartier de l'Orangerie. Tout était impeccable, froid et silencieux. Eliane, une femme élégante à la coiffure parfaite et au regard d'acier, m'a scruté de la tête aux pieds. Le repas fut un interrogatoire déguisé. Et puis, au moment du dessert, elle a planté le premier couteau. Avec un petit sourire pincé, elle m'a demandé, « Alors, Claire, Luc m'a dit que vous teniez une petite boutique de gâteaux. C'est une passion charmante. Mais que faites-vous comme vrai travail ?» Le silence s'est abattu sur la table. J'ai senti le rouge me monter aux joues. Un vrai travail ? 30 ans de lever à 4 heures du matin, de gestion, de création, de sueur et de sacrifice, ce n'était pas un vrai travail à ses yeux. J'ai regardé Luc, espérant qu'il me défende. Il a simplement eu un petit rire gêné. Oh, maman, ne sois pas comme ça. Claire est une artiste. Il pensait bien faire, mais ses mots minimisaient ma réalité. Je n'étais pas une artiste qui s'amusait,
j'étais une chef d'entreprise. Eliane a simplement hoché la tête, son verdict tombé. Je n'étais pas assez bien. Pas assez prestigieuse pour son fils. Je l'ai cru. J'ai cru que ce n'était qu'une maladresse, une différence de génération. J'ai pardonné à Luc sa non-réaction, me disant qu'il était pris entre deux feux. Mais je n'avais pas compris que cette petite phrase n'était que le début d'une longue et douloureuse humiliation. Ce n'était que la première fissure dans les fondations de notre futur. Nous nous sommes mariés. La cérémonie fut belle, mais discrète, presque comme si Luc voulait éviter un trop grand étalage qui aurait pu mettre en lumière le contraste entre nos deux mondes. Il a emménagé avec moi, dans mon appartement chaleureux au-dessus de la pâtisserie à Colmar. L'idée était qu'il ferait la navette jusqu'à Strasbourg chaque jour. Au début, cela ressemblait à un compromis romantique, la preuve que notre amour pouvait transcender les kilomètres et les différences de statut social. Mais très vite, ce trajet quotidien est devenu le symbole de la distance qui s'installait insidieusement entre nous. Les premiers mois furent une lune de miel prolongée. Luc semblait sincèrement apprécier la tranquillité de Colmar. Il aimait rentrer le soir et trouver la maison embaumée par l'odeur du pain frais. Il disait que cela le déconnectait de la pression de son travail. Mais son travail ne se déconnectait jamais vraiment. Sa carrière était en pleine ascension. Il a été promu associé dans son cabinet, une position qui s'accompagnait non seulement d'un salaire bien plus élevé, mais aussi de responsabilités écrasantes. Les dîners clients se sont multipliés. Les séminaires de direction, le week-end, sont devenus la norme. Les appels tard le soir, où il s'enfermait dans son bureau en parlant un jargon financier que je ne comprenais pas, sont devenus notre routine. Peu à peu, l'homme qui avait été séduit par ma vie simple a commencé à la mépriser. Cela a commencé par de petites remarques, des pics lancés avec un sourire pour en atténuer la cruauté. « Chérie, ne penses-tu pas qu'il serait temps de moderniser un peu tout ça ? Tes mains sentent toujours le beurre quand tu viens te coucher. » Ou encore, les Duponchel nous ont invités sur leur yacht à Cannes. On ne peut pas vraiment y aller, tu dois bien vendre tes éclairs au chocolat, n'est-ce pas ? Chaque phrase était une façon de me rappeler ma place, de souligner que mon monde était petit, trivial, comparé au sien. Il n'admirait plus mon travail, il le tolérait, avec une pointe de condescendance. Et puis, il y avait sa famille. Eliane, en particulier. Elle avait insisté pour que nous venions dîner tous les dimanches. Ces dîners étaient une torture. C'était une performance hebdomadaire où je devais prouver ma valeur, et où j'échouais systématiquement. Eliane excellait dans l'art de l'humiliation subtile. Elle me posait des questions sur l'économie ou la politique internationale, sachant pertinemment que je n'avais pas le temps de suivre l'actualité avec la même assiduité qu'elle. Puis elle se tournait vers son fils avec un regard entendu, enfin, passons à des sujets plus légers. Un jour, elle a dépassé les bornes. Nous avions invité quelques-uns de leurs amis, un couple de médecins très distingués. En plein milieu du repas, l'ami d'Eliane m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Avant que j'aie pu répondre, ma belle-mère a pris la parole, sa voix claire et tranchante résonnant dans le silence. Oh, Claire a un talent merveilleux. Elle fait des gâteaux. C'est notre petite touche de rusticité dans la famille. Puis, se penchant vers son ami comme pour lui confier un secret, elle a ajouté, elle a les pieds sur terre, littéralement, dans la farine. Les invités ont eu un petit rire poli. J'ai senti mon visage brûler. Petite touche de rusticité. J'étais réduite à une anecdote, un accessoire pittoresque dans leur vie sophistiquée. Luc, encore une fois, n'a rien dit. Il a posé sa main sur la mienne sous la table, un geste qui se voulait réconfortant mais que j'ai ressenti comme une trahison. Il me demandait de me taire, d'accepter. Plus tard dans la voiture, quand j'ai éclaté en sanglots, il a soupiré. « Claire, tu sais comment est ma mère. Elle ne pense pas à mal. Tu prends les choses trop à cœur. » « Trop à cœur, ai-je crié. Elle m'a humilié, Luc. Et tu l'as laissé faire. Sa réponse m'a glacée. Et que voulais-tu que je fasse? Que je déclenche une guerre de famille pour une mauvaise blague? Parfois, il faut savoir choisir ses batailles. Ce soir-là, j'ai compris. Il avait déjà choisi sa bataille. Et ce n'était pas la mienne. Il avait choisi son camp. Celui de sa famille, de son statut,
de son monde. Je n'étais qu'un satellite, une anomalie qu'il essayait de faire rentrer dans son orbite bien rangée. Je supportais tout en silence, me disant que son amour pour moi était plus fort que leur mépris, que la passion des débuts finirait par refaire surface. Mais ce que je ne savais pas, c'est que leur poison, leur snobisme, leur obsession pour l'argent et les apparences, commençaient déjà à s'infiltrer dans ses veines, remplaçant peu à peu l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Le temps passait, et le fossé entre nous se creusait, silencieux et profond. Je me suis réfugiée dans mon travail, le seul endroit où je me sentais encore moi-même, respectée et valorisée. La pâtisserie est devenue mon armure. Luc, lui, s'est entièrement consacré à sa carrière, comme si la réussite professionnelle pouvait combler le vide qui s'installait dans notre mariage. Nous étions devenus deux étrangers partageant le même toit, nos conversations réduites à des questions de logistique. Qui fait les courses? As-tu payé la facture d'électricité? L'intimité, la complicité, tout cela s'était évaporé, remplacé par une politesse froide. Pourtant, au fond de moi, une lueur d'espoir persistait. Un rêve que j'avais gardé secret, un désir profond qui me semblait être notre dernière chance, celui d'avoir un enfant. J'approchais de la cinquantaine, et je savais que l'horloge biologique tournait, impitoyable. C'était maintenant ou jamais. Après de longues semaines d'hésitation, j'ai abordé le sujet avec Luc. À ma grande surprise, il n'a pas rejeté l'idée. Peut-être voyait-il aussi cela comme une bouée de sauvetage, une façon de réparer ce qui était cassé entre nous. Ou peut-être, comme je le comprendrai plus tard, était-ce simplement une autre case à cocher sur sa liste de réussites personnelles, la famille parfaite pour accompagner sa carrière parfaite. Nous nous sommes lancés dans le parcours difficile de la procréation médicalement assistée, la FIV. C'était un processus épuisant, physiquement et émotionnellement. Les rendez-vous médicaux, les injections d'hormones, l'attente angoissante. J'ai tout supporté avec une détermination sans faille. Luc, lui, était un participant distant. Il m'accompagnait aux rendez-vous importants, mais son esprit était toujours ailleurs, son téléphone vibrant constamment avec des notifications de son travail. Après plusieurs tentatives infructueuses, notre médecin nous a convoqués pour un entretien sérieux. C'était un homme sage et compatissant. Il nous a expliqué, avec des termes clairs, que mon corps faisait tout ce qu'il pouvait, mais qu'un facteur crucial nous sabotait, le stress. Il s'est tourné vers Luc. « Monsieur, a-t-il dit calmement, votre niveau de stress est extrêmement élevé. Les études le prouvent, le stress chronique de l'un des partenaires peut avoir un impact direct sur le succès d'une FIV. Votre corps produit un excès de cortisol, et cela affecte la qualité de ce que vous produisez. Pour que cela fonctionne, vous devez impérativement ralentir. Prenez des vacances, déconnectez, dormez. Donnez une chance à votre couple, à votre projet. » Le message était clair. Le problème ne venait pas seulement de moi. Il venait de son mode de vie, de cette ambition dévorante qui le consumait. En sortant du cabinet, j'ai senti une vague d'optimisme. C'était concret. C'était une solution. « On va y arriver », ai-je dit à Luc, en lui prenant la main. « On va prendre ses vacances. On va se retrouver. » Il a hoché la tête, mais son regard était vague. « Une semaine. » C'est le temps qu'a duré sa bonne volonté. Pendant une semaine, il est rentré plus tôt, a laissé son ordinateur éteint. Et puis, un soir, il est rentré tard, l'air agité. « Je suis désolé, Claire. Un énorme contrat vient de tomber. Je ne peux absolument pas laisser passer ça. C'est le projet d'une vie. Les vacances devront attendre. » Mon cœur s'est serré. « Mais Luc, ai-je murmuré, et notre projet à nous ? » Le médecin a dit. Il m'a coupé, et son visage s'est durci. La frustration, la colère, tout ce qu'il contenait depuis des mois a explosé. « Tu ne comprends donc rien » a-t-il crié, sa voix résonnant dans notre cuisine silencieuse. Le médecin. Le médecin ne paie pas les factures. C'est cet argent, ce « stress », comme tu dis, qui paie pour ces traitements hors de prix. Tu crois que ta petite boutique peut financer ce genre de rêve ? Tu vis dans ton monde de contes de fées avec tes petits gâteaux. Il a fait un pas vers moi, son doigt pointé. Ma mère avait raison depuis le début. Tu es trop naïve. Tu ne comprends rien au monde réel, au sacrifice qu'il faut faire pour réussir. Je suis restée là,
Pétrifié, le cœur en miettes. Chaque mot était une gifle. Petite boutique, rêve, naïve. Il a pris tout ce que j'étais, tout ce que j'avais construit, et l'a piétiné. Il a utilisé mon rêve le plus profond comme une arme pour me blesser. Ce n'était plus mon mari qui me parlait. C'était un étranger, un homme qui me méprisait. Dites-moi, honnêtement, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Quelle aurait été votre réaction face à une telle cruauté? Laissez-moi un commentaire, j'ai vraiment besoin de lire vos avis, car ce soir-là, une partie de moi s'est brisée pour de bon. Ces mots m'ont frappé plus fort qu'un coup de poing. Ce n'était plus seulement de l'indifférence, c'était du mépris pur et simple. Et c'est cette nuit-là que j'ai commencé à vraiment ouvrir les yeux, réalisant que l'homme que j'avais épousé n'existait peut-être plus. Après cette dispute terrible, un mur de glace s'est érigé entre nous. Nous ne parlions plus du projet d'enfant. Le sujet était mort, et avec lui, le dernier de mes espoirs pour notre mariage. Luc s'est enfoncé encore plus profondément dans son travail, utilisant ses succès comme un bouclier et une justification. Nos vies se sont mises à suivre des trajectoires parallèles qui ne se croisaient plus jamais. Je me levais avant l'aube pour aller à ma pâtisserie, il rentrait bien après que j'ai fermé boutique, souvent après que je sois déjà endormi. Les week-ends, il était soit en déplacement professionnel, soit enfermé dans son bureau à la maison. C'est à cette période que j'ai commencé à remarquer des changements plus subtils, plus alarmants. Luc, qui n'avait jamais été particulièrement coquet, a commencé à porter une attention méticuleuse à son apparence. Il a renouvelé toute sa garde-robe, achetant des costumes de marque et des chemises sur mesure. Il s'est mis à utiliser une nouvelle eau de Cologne, une senteur boisée et épicée qui ne me rappelait rien de lui. Il passait des heures à la salle de sport. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était pour son travail, pour maintenir son image de consultant à succès. Mais au fond de moi, une petite voix me murmurait que ce n'était pas pour ses clients qu'il faisait tout ça. Pendant ce temps, la guerre froide avec ma belle-mère continuait, mais elle est passée à une nouvelle étape, plus pernicieuse. Eliane a lancé une offensive ciblée contre la seule chose qui me restait, ma réputation. Un matin, ma jeune apprentie, Marie, est arrivée à la boutique les larmes aux yeux. Elle m'a montré son téléphone. Un avis venait d'être publié sur la page Google de ma pâtisserie. Il était long, détaillé, et absolument dévastateur. Signé par une certaine Jacqueline D, il décrivait une expérience horrible, un gâteau d'anniversaire soi-disant moisi, un service client déplorable, et une hygiène douteuse. L'avis se terminait par « Évitez cet endroit à tout prix, c'est une honte pour la tradition pâtissière de Colmar ». J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'était un mensonge. Un mensonge complet. Je connais chaque produit qui sort de mon four, chaque client qui passe ma porte. Une telle chose était impossible. J'ai passé des heures à essayer de retrouver une commande au nom de Jacqueline D, sans succès. L'avis était anonyme, cruel, et conçu pour faire le plus de mal possible. Il a fallu des semaines pour que son impact s'estompe, des semaines pendant lesquelles j'ai vu le doute dans les yeux de certains clients, des semaines où j'ai dû me battre pour défendre l'œuvre de ma vie. Je n'avais aucune preuve, mais je savais. Je savais d'où venait cette attaque. C'était la signature d'Eliane, sa façon de me détruire professionnellement puisqu'elle n'avait pas réussi à me briser personnellement. L'événement qui a fait voler en éclats mes derniers doutes est arrivé un après-midi pluvieux de novembre. La cloche de la porte a sonné, et une jeune femme est entrée. Elle était l'incarnation de tout ce que je n'étais pas, grande, mince, vêtue d'un tailleur-pantalon impeccable, avec un sac à main de luxe au bras. Elle a balayé ma boutique d'un regard dédaigneux avant de s'arrêter devant le comptoir. Je l'ai reconnue immédiatement, c'était le genre de femme que je voyais au bras des collègues de Luc lors de leurs rares événements d'entreprise. « Je voudrais un macaron à la rose », dit-elle d'une voix qui se voulait polie mais qui transpirait l'ennui. Je l'ai servi. Elle a croqué dedans délicatement, une moue sur les lèvres. « C'est rustique », a-t-elle finalement lâché. Le mot était choisi, précis, blessant. Le même mot qu'Eliane avait utilisé. Mon ami Luc m'avait dit que c'était le meilleur de la région, mais il a toujours tendance à exagérer. Luc. Mon ami Luc. La façon dont elle a prononcé son nom, cette familiarité désinvolte, cette possessivité implicite. Le sang s'est glacé dans mes veines. J'ai levé les yeux vers elle,
et pour la première fois, j'ai vraiment vu son visage. Elle était belle, d'une beauté froide et calculatrice. Et dans son regard, j'ai vu une lueur de triomphe. Elle savait qui j'étais. Elle était venue me voir, sur mon territoire, pour me marquer. Je suis resté figé, incapable de prononcer un mot. Elle a posé une pièce sur le comptoir, a laissé le reste du macaron sur une serviette et est partie, me laissant seul avec le silence et le bruit de la pluie contre la vitre. Mon ami Luc. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. L'eau de Cologne. Les nouveaux costumes. Les week-ends professionnels. Tout a pris un sens horrible, nauséabond. Le nom, Luc, prononcé avec une telle familiarité par cette femme. Tout à coup, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler dans mon esprit, formant une image horrible que je refusais de voir, une image de trahison totale et absolue. Ce soir-là, l'attente fut une torture. Chaque minute qui passait était une éternité. Je repassais la scène en boucle dans ma tête, le regard de cette femme, son sourire en coin, la façon dont elle avait prononcé le nom de mon mari. J'essayais de me raisonner, de me dire que j'imaginais des choses, que la paranoïa me gagnait. Mais l'instinct, cette intuition féminine qu'on essaie si souvent de faire taire, hurlait en moi. Il hurlait que j'avais raison. Luc est rentré tard, comme d'habitude. Il sentait cette nouvelle eau de Cologne, celle qui me donnait la nausée. Il a à peine remarqué ma présence, a marmonné quelque chose à propos d'une journée épuisante et d'une réunion qui s'était éternisée. Il a mangé le dîner que je lui avais laissé réchauffer, les yeux rivés sur son téléphone, répondant à des messages avec des petits sourires que je n'avais pas vus sur son visage depuis des années. J'ai observé chacun de ses gestes, chaque regard fuyant, et j'ai vu clair. J'ai vu le mensonge. Il est monté se coucher avant moi, prétextant une fatigue extrême. Je suis resté dans le salon, le cœur battant à tout rompre. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je ne pouvais plus vivre dans le doute. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de la vérité, aussi laide soit-elle. J'ai attendu 1 heure, le temps de m'assurer qu'il était profondément endormi. Puis, à pas de loup, je suis monté dans notre chambre. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la faible lueur de son téléphone posé sur la table de chevet. Il l'avait laissé là, en charge. Une erreur d'inattention. Ou peut-être de l'arrogance. La certitude que je ne regarderai jamais. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber. Je l'ai déverrouillé. Je connaissais son code. C'était sa date de naissance. Ironique, n'est-ce pas? Un homme si secret, si complexe, qui utilisait un code si simple. J'ai ouvert ses messages. Mon cœur s'est arrêté. Il y avait un fil de discussion épinglé en haut, avec un prénom, Sophie. La femme de la pâtisserie. J'ai commencé à lire. C'était comme recevoir des coups de poignard, l'un après l'autre. Il n'y avait pas seulement des messages. Il y avait des photos. Des photos d'eux deux au restaurant, dans un bar, riant aux éclats. Une photo d'eux s'embrassant, avec en arrière-plan un paysage que je ne reconnaissais pas, probablement lors d'un de ses déplacements professionnels. Les messages étaient encore pires. Ils parlaient de tout. De leur journée, de leurs projets, de leur avenir. Ils se donnaient des surnoms affectueux. Ils parlaient de moi. C'est ça qui m'a achevé. Ils se plaignaient de moi. De ma simplicité, de mon manque d'ambition, du fait que je l'étouffais dans ma petite vie de province. Ils me décrivaient comme un fardeau, un boulet qu'ils traînaient. Sophie, elle, le comprenait. Elle était à son niveau. J'ai fait défiler la conversation, encore et encore, jusqu'à arriver aux messages les plus récents. Ceux de la journée même, après sa visite à ma boutique. Sophie, alors, tu as vu? J'ai rendu une petite visite à ta boulangère. Elle a l'air aussi ennuyeuse que tu le disais. Mon souffle s'est coupé. Elle était venue me provoquer, et il le savait. Luc, tu es folle. Mais j'adore ça. Ça t'a plu de la voir dans son petit monde? Sophie, c'était pathétique. Alors, quand est-ce que tu te débarrasses de la boulangère pour de bon? Ce mot. La boulangère. Je n'étais même plus une personne. J'étais une fonction. Un obstacle.
La réponse de Luc a brisé la dernière parcelle de mon cœur. Luc, bientôt. Très bientôt. Je prépare son cadeau de Noël. Il sera inoubliable. Un cadeau de Noël. Les papiers du divorce. Tout est devenu clair, d'une clarté aveuglante et insoutenable. Il ne se contentait pas de me tromper. Il planifiait de m'humilier. De faire de la période la plus joyeuse de l'année le théâtre de ma destruction. Et sa maîtresse était sa complice. Je suis restée assise là, dans le noir, le téléphone à la main, mon monde en ruine. J'ai senti les larmes monter, une vague de chagrin si puissante qu'elle menaçait de me noyer. Mais ensuite, quelque chose d'autre a pris le dessus. Une froideur. Une clarté glaciale. La douleur était toujours là, immense, mais elle se transformait en autre chose. En rage. En détermination. À cet instant, la Claire aimante et patiente, la femme qui pardonnait et attendait, est morte. Une autre femme est née dans les décombres de mon mariage. Une femme qui ne pleurerait pas, pas maintenant. Une femme qui se préparerait pour la bataille. Son « cadeau de Noël » n'arriverait pas sans une réponse de ma part. Une réponse qu'il ne serait pas près d'oublier. La nuit fut blanche. Je n'ai pas dormi une seule seconde. Assise dans le fauteuil du salon, j'ai regardé l'aube se lever sur Colmar, mais je ne voyais pas la beauté des couleurs dans le ciel. Je ne voyais que le chemin qui se dessinait devant moi. Un chemin sombre, mais nécessaire. Le matin, quand Luc est descendu, j'étais déjà douchée, habillée, un sourire aux lèvres. Un sourire que je n'avais jamais porté auparavant. Un masque de glace. Bien dormi, chérie, lui ai-je demandé, ma voix sonnant étrangement calme à mes propres oreilles. Il a été surpris par ma bonne humeur apparente, mais n'a rien soupçonné. L'arrogance rend aveugle. Il a pris son café, m'a embrassé sur le front, un geste mécanique et vide de sens qui m'a donné envie de vomir, et est parti travailler, me laissant seule pour commencer ma propre journée de travail. Ma première action ne fut pas de pleurer, mais de documenter. J'ai repris son téléphone, qu'il avait de nouveau laissé sans surveillance. Avec une précision chirurgicale, j'ai photographié chaque écran de leur conversation. Chaque photo compromettante, chaque message cruel. Je les ai tous envoyés sur mon propre téléphone, puis je les ai transférés sur un ordinateur sécurisé et une clé USB. C'était la base de ma recette. L'ingrédient principal. Ensuite, j'ai appelé ma cousine, Charlotte. Elle est avocate à Paris, spécialisée dans les divorces difficiles. C'est une femme brillante, redoutable, et la seule personne au monde à qui je pouvais tout confier. Je lui ai tout raconté, sans omettre un seul détail, ma voix restant stable malgré la tempête qui faisait rage en moi. Elle m'a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas dit « je suis désolée ». Elle a dit « bien. Maintenant, on va le détruire légalement ». Ses conseils furent précieux. Les messages, c'est bien, m'a-t-elle dit. Mais il pourra toujours prétendre que ce n'est que du flirt. Il nous faut plus. Il nous faut la preuve de l'adultère, et si possible, de la dissimulation financière. Les hommes comme lui pensent toujours à protéger leur argent en premier. Ces mots ont déclenché une alarme dans ma tête. L'argent. J'ai passé l'après-midi à fouiller dans notre bureau commun. J'ai ouvert les classeurs que je n'avais jamais touchés, ceux remplis de documents bancaires que Luc gérait seul, me disant toujours que c'était trop compliqué pour moi. Et j'ai trouvé ce que je cherchais. Des relevés d'un compte bancaire à son seul nom, que je ne connaissais pas. Et des virements. Des virements réguliers et importants depuis notre compte joint vers ce compte secret. Il siphonnait notre épargne commune depuis des mois, préparant sa fuite, s'assurant de me laisser avec le moins possible. J'ai tout photocopié. Chaque page. Chaque ligne. Mais Charlotte voulait plus. Elle voulait des preuves visuelles irréfutables. Il te faut un détective privé, a-t-elle insisté. L'idée me répugnait. Engager un étranger pour espionner ma propre vie, c'était sordide. Mais Charlotte a été ferme. Claire, ce n'est plus ta vie. C'est un champ de bataille. Et tu as besoin de toutes les armes possibles. J'ai trouvé un détective réputé à Strasbourg. Un ancien gendarme, discret et efficace. Je lui ai donné la photo de Luc, celle de Sophie que j'avais trouvée sur les réseaux sociaux,
et les dates de ses prochains déplacements professionnels. Cela n'a pas pris longtemps. Moins d'une semaine. Il m'a appelé pour me dire qu'il avait ce qu'il fallait. Nous nous sommes rencontrés dans un café anonyme. Il m'a tendu une grande enveloppe. À l'intérieur, des photos. Des photos d'une netteté cruelle. Luc et Sophie, main dans la main, se promenant dans le marché de Noël de Strasbourg. Luc et Sophie, s'embrassant passionnément devant la cathédrale illuminée. Luc et Sophie, entrant dans un hôtel de luxe. Le détective avait même réussi à obtenir une copie de la facture de la chambre, payée avec la carte de la société de Luc. Il avait tout. L'adultère. Le détournement de fonds de l'entreprise pour ses escapades. En rentrant chez moi, l'enveloppe posée sur le siège passager, je n'ai ressenti aucune tristesse. Juste une froide satisfaction. J'avais tous les ingrédients. Les mensonges, la trahison, les preuves financières, les preuves photographiques. Ma recette était complète. Avec tout cela, Charlotte a préparé une demande de divorce pour faute exclusive, bétonnée, inattaquable. Je l'ai signée le jour même. Mais je ne l'ai pas renvoyée. Pas encore. Noël approchait. Luc devenait de plus en plus distant, mais avec une sorte de fausse gentillesse, l'amabilité du bourreau avant l'exécution. Il a confirmé que nous passions bien le réveillon et le jour de Noël chez ses parents. Ce sera merveilleux, chérie, m'a-t-il dit, sans pouvoir me regarder dans les yeux. Oh oui, ai-je pensé. Merveilleux. Il ne me restait plus qu'à choisir le bon moment pour servir mon plat. Et quel meilleur moment que le dîner de Noël chez sa chère maman, devant toute la famille qui m'avait tant méprisé? Il voulait un spectacle. J'allais leur en donner un. Le 24 décembre au soir, nous sommes arrivés chez mes beaux-parents. La maison était un spectacle de richesse et de bon goût bourgeois. Un immense sapin, décoré avec une précision quasi mathématique, trônait dans le salon. Des bougies parfumées au pain et à l'orange amère flottaient dans l'air. Toute la famille de Luc était là, ses parents, son frère et sa femme, quelques oncles et tantes. Ils m'ont accueilli avec des sourires aussi brillants et faux que les guirlandes du sapin. Je jouais mon rôle à la perfection. J'ai souri. J'ai fait la bise. J'ai complimenté Eliane sur sa robe et sur la décoration. J'étais l'épouse dévouée, la belle-fille docile. Mais à l'intérieur, j'étais un bloc de glace. Je les observais, non plus comme une membre de la famille, mais comme une anthropologue étudiant une tribu inconnue. J'ai noté les regards entendus entre Luc et sa mère, les petits sourires en coin de son frère, les chuchotements qui s'arrêtaient net dès que j'entrais dans une pièce. Ils savaient. Ils savaient tout ce qui allait se passer, et ils savouraient l'anticipation. Ils étaient les complices silencieux de mon humiliation programmée. Le dîner fut un chef-d'œuvre d'hypocrisie. On a parlé de la bourse, des dernières acquisitions immobilières de l'oncle Bernard, des vacances de ski à Courchevel. On m'a posé quelques questions polies sur ma petite boutique, juste pour la forme. Je répondais par des phrases courtes, laissant les silences s'installer, savourant la gêne palpable qu'ils créaient. Luc, assis à côté de moi, était particulièrement prévenant. Il me resservait du vin, posait sa main sur mon bras, me appelait « ma chérie ». C'était une performance pour la galerie, et c'en était presque comique. Il jouait le mari parfait quelques heures avant de me poignarder dans le dos. J'ai supporté les toasts, les discussions vides, le bruit des couverts sur la porcelaine fine. J'ai mangé le foie gras, la dinde au marron, la bûche de Noël, sans en sentir le goût. Mon esprit était ailleurs. Il était concentré, affûté comme une lame de rasoir. J'attendais mon heure. Le lendemain matin, l'ambiance était à une fausse joie électrique. Nous nous sommes tous réunis dans le salon pour l'ouverture des cadeaux. Les papiers colorés s'amoncelaient sur le sol. Des « O » et des « A » d'appréciation forcée fusaient de toutes parts. J'ai offert mes cadeaux, des confiseries fines de ma boutique, que tout le monde a acceptées avec une condescendance à peine voilée. J'ai reçu les miens, un foulard en soie, un livre de cuisine, des cadeaux impersonnels qui criaient « Nous ne te connaissons pas et nous ne voulons pas te connaître ». Enfin, le moment est venu. Luc s'est levé, un silence théâtral s'installant soudainement. Il tenait une enveloppe rouge vif à la main. Il s'est approché de moi, son visage arborant une expression de fausse solennité.
J'ai un cadeau très spécial pour ma femme cette année, a-t-il annoncé à la cantonade, s'assurant que tout le monde l'écoutait. Quelque chose qui, je pense, va changer sa vie pour le mieux. Il m'a tendu l'enveloppe. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai croisé son regard, et j'y ai vu le triomphe. Le soulagement. La fin de sa comédie. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, délibérément. À l'intérieur, comme je le savais, se trouvaient les papiers de la demande de divorce. Une demande simple, pour différends irréconciliables, qui proposait une division des biens qui était une insulte à nos années de vie commune. J'ai levé les yeux des papiers. Et c'est là que je les ai vus. Sa mère, Eliane, avec un sourire satisfait qui déformait son visage parfaitement maquillé. Son père, hochant la tête d'un air approbateur. Son frère et sa femme, échangeant un regard complice. Il n'y a pas eu d'applaudissements bruyants. C'était plus subtil, plus vicieux. Des petits rires étouffés. Des murmures de « enfin, il était temps ». Il jubilait. Il célébrait ma chute, ma mise à l'écart. Il pensait que le spectacle était terminé, que j'allais fondre en larmes, faire une scène, leur donner la satisfaction finale de me voir briser. Leurs sourires arrogants me fixaient, attendant que je m'effondre, que je leur offre ce plaisir. Mais ils ne savaient pas que le meilleur cadeau, le vrai spectacle, était encore à venir. J'ai replié soigneusement les papiers. J'ai levé les yeux vers Luc, qui me regardait avec une pitié feinte. Et j'ai dit d'une voix parfaitement calme, qui a tranché le silence joyeux de la pièce, « C'est drôle. Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. » Le silence est tombé d'un coup. Un silence lourd, perplexe. Mon calme les a déstabilisés. Ils s'attendaient à des larmes, des cris, un drame. Pas à cette sérénité glaciale. Luc m'a regardé, un éclair de confusion dans les yeux. Un cadeau? Pour moi? Oui, ai-je répondu en me levant. Un cadeau de Noël. C'est la tradition, après tout. Je me suis dirigé vers mon sac à main, que j'avais posé près du canapé. J'en ai sorti un paquet. C'était une boîte rectangulaire, élégante, enveloppée dans un papier craft sobre, noué avec un simple ruban de satin rouge. Une boîte qui ressemblait à celle que j'utilise pour mes plus beaux gâteaux. Je suis revenu vers Luc et je la lui ai tendue. Joyeux Noël, Luc. Il a pris la boîte, hésitant. Toute la famille nous observait, leur sourire avait disparu, remplacé par une curiosité méfiante. Il a défait le ruban lentement, a déchiré le papier. Il a soulevé le couvercle. Et son visage a changé. Ce n'était pas un changement brutal. C'était une décomposition lente, presque image par image. D'abord, l'incompréhension. Puis, la reconnaissance. Et enfin, la peur. Une peur pure, viscérale, qui a vidé son visage de toute couleur. À l'intérieur de la boîte, j'avais organisé ma vengeance comme un assortiment de mignardises empoisonnées. Sur le dessus, reposait ma propre demande de divorce. Un document bien plus épais que le sien. Déposé par ma cousine avocate à Paris, elle était pour « faute exclusive et délibérée ». Le premier mot qui a dû lui sauter aux yeux était « adultère ». Sous les papiers, il y avait les photos. J'en avais fait imprimer une dizaine, sur du papier glacé de haute qualité. La première était celle de lui et Sophie, s'embrassant devant la cathédrale. Une autre les montrait main dans la main, leur visage illuminé par les lumières du marché de Noël. Une autre encore, prise au téléobjectif, les montrait sur le balcon de leur chambre d'hôtel, en peignoir. Son souffle s'est bloqué. J'ai vu sa main trembler. Mais ce n'était pas fini. Sous la liasse de photos, il y avait les preuves financières. Les relevés de notre compte joint, avec les lignes des virements suspects surlignés en jaune fluo. Et juste à côté, les relevés de son compte secret, montrant les sommes correspondantes créditées. La preuve irréfutable de sa dissimulation. Eliane, ne pouvant plus tenir, s'est approchée. « Luc ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, sa voix sifflante. Elle a aperçu les photos par-dessus son épaule et a poussé un petit cri étranglé. Luc a tenté de refermer la boîte, mais je l'en ai empêché d'un geste doux. « Attends, ai-je dit. Il y a encore une chose. » Au fond de la boîte, dans un petit écrin de velours, se trouvait la clé USB. Une petite clé noire, anodine.
Mais elle contenait l'arme de destruction massive. Sur cette clé, ai-je expliqué, ma voix claire et posée, résonnant dans la pièce silencieuse. Il y a une petite vidéo de votre week-end romantique à Strasbourg. Rien de très explicite, ne vous inquiétez pas, ai-je ajouté avec une pointe d'ironie. Juste assez pour montrer à un juge, ou peut-être aux associés de ton cabinet, comment tu utilises les fonds de l'entreprise pour tes petites escapades. Je suis sûr que les avocats et le service des impôts apprécieront. C'est à ce moment-là que j'ai vu la panique pure dans ses yeux. La peur de perdre son argent, son statut, sa réputation. La peur de tout ce qui comptait vraiment pour lui. J'ai repris la boîte des mains de Luc, qui semblait paralysé. J'ai sorti la première photo, celle du baiser, et je l'ai montrée à toute l'assemblée. Pour ceux qui se demandaient pourquoi Luc était si fatigué ces derniers temps, ai-je annoncé. Il menait une double vie. Avec cette jeune femme, Sophie. Et avec votre argent, ai-je ajouté en regardant ses parents, car je suppose que l'argent de l'entreprise est aussi un peu le vôtre. Le silence dans la pièce était si total, si assourdissant, qu'on aurait pu entendre une miette de pain tomber sur la moquette épaisse. Le visage d'Eliane était passé du triomphe à l'horreur pure. Elle me regardait comme si elle me voyait pour la première fois. Non plus comme la petite pâtissière naïve, mais comme la femme qui venait de faire exploser son monde parfaitement ordonné. C'était mon tour de parler. Et j'avais beaucoup de choses à dire. J'ai laissé la photo circuler de main en main, comme une pièce à conviction dans un tribunal improvisé. Le visage de chaque membre de la famille se décomposait à sa vue. La jubilation avait laissé place à la honte, à la gêne, et pour certains, à une colère mal dirigée contre moi, la messagère qui avait osé troubler leur parfaite fête de Noël. Je me suis redressée, sentant une force que je ne me connaissais pas m'envahir. La peur, la tristesse, l'humiliation, tout avait disparu, remplacé par une clarté limpide. J'ai regardé Eliane droit dans les yeux. Sa posture rigide s'était affaissée. Son masque de supériorité s'était fissuré, révélant la femme paniquée en dessous. Je n'ai peut-être jamais été assez bien pour votre famille, ai-je commencé, ma voix ferme et sans tremblement. Je n'ai jamais eu les bons diplômes, le bon nom de famille, ou le bon compte en banque à vos yeux. Vous m'avez jugé dès le premier jour, vous m'avez méprisé, vous avez tout fait pour me faire sentir petite et insignifiante. Je me suis tournée vers l'assemblée. Vous tous, vous avez été les témoins silencieux de ce mépris. Vous avez ri de ces blagues, vous avez participé à cette humiliation constante. Et ce matin, vous avez célébré ma chute. Vous vous êtes réjoui à l'idée que votre fils, votre frère, votre neveu, se débarrasse enfin de la petite boulangère. Point. Mon regard est revenu se poser sur Eliane. Vous savez, Eliane, vous aviez raison sur un point. J'ai des mains qui sentent le beurre. Mais ce sont des mains honnêtes. Ce sont des mains qui travaillent dur, qui créent, qui construisent quelque chose de vrai jour après jour. Elles n'ont jamais rien pris à personne. Elles n'ont jamais comploté dans le dos de qui que ce soit. Je me suis approchée de Luc, qui était resté figé, la boîte à la main, comme un enfant pris en faute. Il n'osait plus me regarder. Et toi, Luc, ai-je continué, ma voix baissant d'un ton, devenant plus personnelle, plus tranchante. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui disait admirer mon authenticité. Tu te souviens? C'est le mot que tu as utilisé. Mais tu n'admirais rien du tout. Tu voulais juste posséder quelque chose de différent, quelque chose pour te rassurer que tu n'étais pas aussi vide que le monde dans lequel tu évoluais. Mais ce monde a gagné. Il t'a absorbé. Il t'a transformé en une caricature de toi-même, un homme faible, lâche, qui doit mentir et tricher pour se sentir puissant. J'ai fait une pause, le laissant absorber le poids de mes mots. Tu as détruit notre mariage. Tu as piétiné nos souvenirs. Tu as brisé le dernier de mes rêves. Mais il y a une chose que tu n'as pas réussi à détruire, c'est moi. Tu pensais me laisser sans rien, mais tu m'as fait le plus beau des cadeaux. Il a enfin levé les yeux, l'incompréhension se mêlant à la peur. Tu voulais changer ma vie. Tu as réussi. Tu m'as libéré. Libéré de toi, de ta famille, de votre hypocrisie, de votre jugement permanent. Tu m'as rendu ma vie. J'ai fait un dernier tour du salon, mon regard balayant chaque visage déconfit. Plus personne ne souriait. La fête était terminée. J'ai repris mon sac à main,
J'ai remis mon manteau. Arrivé à la porte, je me suis retourné une dernière fois. On se verra au tribunal, Luc. Et je te promets que ce sera bien moins festif. Je suis sorti. J'ai fermé la porte derrière moi, laissant leur silence, leur honte et leur monde en ruine. En marchant dans la rue froide et ensoleillée de ce matin de Noël, j'ai respiré profondément. L'air n'avait jamais semblé si pur. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais légère. Libre. Le jugement a été rendu quelques mois plus tard, et la justice, à sa manière, a suivi son cours. La bataille a été rude, car ils ont tout tenté pour me discréditer. Mais l'épreuve était accablante. Mais la véritable victoire n'était pas celle du tribunal, aussi satisfaisante soit-elle. C'était celle que j'avais remportée ce matin de Noël, pour moi-même. La victoire de ma dignité retrouvée. Le divorce fut prononcé pour faute exclusive au tort de Luc. Les preuves que nous avons présentées, l'adultère documenté, la dissimulation de patrimoine, l'utilisation des fonds de l'entreprise à des fins personnelles étaient si accablantes que son avocat lui a conseillé de ne pas contester. Le jugement a été sans appel. Non seulement la prestation compensatoire qu'il espérait me verser a été revue très largement à la hausse, mais j'ai également obtenu des dommages et intérêts significatifs pour le préjudice moral. De plus, grâce aux preuves que j'avais recueillies sur l'avis en ligne malveillant, et un témoignage inattendu d'une ancienne amie d'Eliane, j'ai pu prouver la campagne de dénigrement contre mon commerce. Luc a été condamné à me verser une somme pour le préjudice commercial, une humiliation suprême pour l'homme d'affaires si fier de sa réussite. J'ai appris plus tard, par des échos, que les conséquences pour lui ne se sont pas arrêtées là. La nouvelle de sa liaison, et surtout de ses malversations financières, s'est répandue dans le petit monde de la finance de Strasbourg. La confiance, dans ce milieu, est un capital. Et il avait tout perdu. Plusieurs associés ont pris leur distance, et il a fini par devoir quitter le cabinet qu'il avait mis tant d'années à construire. Sa relation avec Sophie n'a pas survécu au scandale et aux difficultés financières. La passion construite sur le mensonge s'est effondrée lorsque la réalité a frappé à la porte. De mon côté, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai utilisé l'argent de l'accord de divorce, non pas pour partir en vacances ou acheter des futilités, mais pour investir en moi-même et en mon rêve. J'ai racheté le local adjacent à ma pâtisserie. J'ai engagé des architectes pour créer un espace plus grand, plus lumineux, avec un salon de thé et un atelier de cours. Ma petite boutique est devenue une véritable institution à Colmar. Les premiers mois, j'ai travaillé sans relâche, trouvant dans l'effort physique et la création une forme de thérapie. Chaque nouveau gâteau que j'inventais, chaque sourire de client satisfait, était une petite victoire contre le passé. J'ai lancé des ateliers de pâtisserie pour les enfants le mercredi et pour les adultes le week-end. Voir la joie dans leurs yeux lorsqu'ils réussissaient leur premier croissant, partager ma passion avec eux, m'a nourri d'une énergie nouvelle. Ma vie avait retrouvé un sens qui ne dépendait de personne d'autre que de moi. Bien sûr, il y a eu des moments de doute, des nuits de solitude où le fantôme de la trahison revenait me hanter. Perdre un mariage de tant d'années, même un mariage malheureux, laisse des cicatrices. Il faut faire le deuil non seulement de la personne que l'on a aimée, mais aussi de la vie que l'on avait imaginée. C'est un processus long et douloureux. Mais à chaque fois que la tristesse menaçait de m'envahir, je regardais ce que j'avais construit, seul. Je regardais mes mains, ces mains qui sentaient peut-être le beurre, mais qui étaient capables de transformer la douleur en quelque chose de beau et de bon. Aujourd'hui, je suis une femme de 55 ans, divorcée, sans enfant, et plus heureuse que je ne l'ai jamais été. J'ai trouvé une autre forme de famille, mes employés, mes clients fidèles, les participants à mes ateliers. J'ai trouvé la paix, non pas dans le pardon car je ne pense pas pouvoir pardonner un jour une telle trahison mais dans l'acceptation et la reconstruction. Perdre un mariage est une épreuve terrible, mais se perdre soi-même au sein de ce mariage est une véritable tragédie. J'ai frôlé cette tragédie. J'ai choisi de me battre, non pas contre Luc, mais pour la femme que j'étais et que j'avais failli oublier. Si mon histoire vous a touché, ou si vous avez vous-même vécu une trahison et trouvé la force de vous reconstruire, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vos histoires comptent, elles créent des liens et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls face à l'adversité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez suivre d'autres histoires de vie, de résilience et de nouveaux départs,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un « j'aime » sur cette vidéo. Et surtout, où que vous soyez, prenez bien soin de vous.